À nos enfants de la patrie, et le jour de gloire est arrivé. On est en finale, on est en finale, on est en finale. Oui, le jour de gloire est arrivé, les amis. La France tape le Maroc et va affronter l'Argentine pour une troisième étoile. Et pour laisser un super souvenir à la Pulga, terminer sa carrière sur une victoire des Bleus en Coupe du Monde. Et sans, bien évidemment, la Coupe du Monde. Allez, les amis, on est en finale. On revient quand même sur le match du Maroc dans quelques instants. On se retrouve pour le débrief. A tout de suite. Et allez les Bleus! Mes citoyens, formez vos bataillons. La France est championne du monde de football. La France est championne du monde de football. Bravo messieurs. Bravo messieurs. Champion du monde. Pas les Burecs, j'espère que vous allez tous très bien. La France est en finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois consécutive, a une chance de conserver son titre 60 ans après la dernière équipe qui avait réussi à le conserver. On se retrouve avant de préparer cette finale. Je ne sais pas ce que je ferai encore. Est-ce qu'il y aura une surprise? Je ne sais pas. On se retrouve d'abord pour le débrief du match France-Maroc. C'est parti les amis, remonons sur ce match pour voir ce qui a été et ce qui n'a pas été pour essayer de préparer au mieux le France-Argentine en finale. Léo Messi face à Olivier Giroud, les deux meilleurs buteurs des deux sélections, s'affrontent dimanche. Allez, c'est parti, découvrons d'abord le programme de cette vidéo. En premier, nous verrons les compositions des deux équipes. En deuxième, nous verrons un petit bilan historique. Puis enfin, on fera une analyse par ordre chronologique avant de terminer par les tops et les flops. Avant ça, le tableau actualisé, le tableau de bord, etc. Allez, c'est parti les amis. La composition, les amis, des deux formations. On commence par celle de l'équipe tir au sort, entre guillemets. C'est celle de nos Bleus et c'est normal qu'on commence par les potentiels au minimum vice-champion du monde. On espère champion du monde, toujours champion du monde en titre de toute façon. Allez, c'est parti. Nos Bleus en premier, le meilleur pour commencer. Avec Hugo Lloris dans les buts, la charnière à 4. Koundé, Théo Hernandez sur les côtés, la charnière centrale Varane, Konaté, puisque malheureusement Dayo Upamecano est malade. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Fofana, aussi parce que Rabiot est malade. On retrouve en numéro 10, même 8, ou même homme à tout faire tout court à tous les postes, Antoine Griezmann. À droite, Ousmane Dembélé, à gauche, Kylian Mbappé, et enfin en pointe, la légende Olivier Giroud. Pour le Maroc, Bounou dans les cages, le légendaire portier marocain, le meilleur portier de cette Coupe du Monde. Achraf Hakimi à droite, Mazraoui à gauche, la charnière El Yamik, Aguerd et Saïs. Oui, on change de dispositif. Ça peut-être fait défaut aux Marocains. Ils avaient peut-être perdu leur repère, sachant que Saïs est sorti après même pas 20 minutes de jeu d'ailleurs. Ounani, Amrabat au milieu, Bouffal, Ziyech et Nesseri pour l'attaque. Le petit bilan historique. La France affrontait pour la première fois le Maroc en compétition officielle. Par contre, il y avait eu cependant des matchs amicaux entre ces deux équipes, deux pour être précis, un en 99 en France avec une victoire 1-0 de nos Bleus et un en 2007 aussi en France avec un match nul 2 buts partout. Donc la France n'avait jamais perdu face au Maroc, mais la France n'avait jamais non plus affronté le Maroc en match officiel. Les amis, découvrons cette analyse par ordre chronologique, ça fera office du résumé. Allez, c'est parti, perdons pas de temps car il y a beaucoup de choses à dire. Donc, d'entrée de jeu, on va avoir une grosse bataille pour savoir qui aura la possession du ballon, la maîtrise en début de match, en tout cas sur la première partie de match, puisqu'après, selon l'effet de jeu, ça peut changer. Malheureusement, nos petits bleus ne vont pas avoir la recette d'entrée pour pouvoir mettre réellement le pied sur le ballon. Il va falloir attendre les 4 minutes pour voir une première réelle séquence de possession bleue. Mais ça n'a pas été non plus très grave, puisque seulement au bout de 5 minutes, les bleus vont déjà ouvrir la marque. Théo Hernandez met les bleus sur le bon chemin. Avec cette ouverture du score précoce des Bleus, bien évidemment, la physionomie de match n'est plus la même. Donc, les tactiques peuvent changer de part et d'autre. Oui, parce qu'il faut se dire, on pensait en début de match qu'on aurait des Bleus avec la maîtrise du ballon et avec des Marocains, eux, qui joueront en attaque rapide, qui seront assez regroupés avec un bloc vraiment compact. D'ailleurs, si on regarde un premier graphique,
On voit les 10 joueurs français qui se créent le plus d'occasions et les 10 joueurs marocains qui se créent le plus d'occasions dans cette Coupe du Monde. On voit vraiment que les Français se créent beaucoup d'occasions, surtout les attaquants, Mbappé, Griezmann par exemple. 21 tirs pour Mbappé dans cette Coupe du Monde, alors que les Marocains, eux, jouent plutôt sur le réalisme et avec une défense ultra solide, parce que le joueur qui a le plus tiré, c'est Ziyech dans cette Coupe du Monde, 6 tirs. Et donc voilà, donc on va plutôt être réaliste côté marocain, essayer d'accrocher au maximum cette équipe, l'adversaire, l'emmener pourquoi pas aux prolongations, au tir au but. Donc là, ça commence réellement mal pour les Marocains. Le changement tactique d'entrée de jeu a pu aussi perturber les Marocains. On n'était peut-être pas habitué. Je pense que Walid Regragui aurait dû laisser son schéma habituel. On dit souvent on ne change pas une équipe qui gagne. Malheureusement, il l'a changé. C'est pas grave, on peut quand même féliciter le Maroc pour son énorme parcours et on va leur souhaiter le meilleur pour la petite finale. Voilà. Dans ce début de match, c'est pas là que vraiment on va entendre réellement parler de fait de jeu. On va avoir un arbitre vraiment laisser beaucoup jouer sur certains gros contacts et par contre cependant laisser pas beaucoup jouer sur des toutes petites fautes et vraiment c'est nerveux, on comprend pas l'arbitre, mais c'est pas le pire, on verra ça après, on reviendra dessus. D'ailleurs, dans dans cette première mi-temps, on va voir au fur et à mesure du match Mbappé qui va venir plus dans l'axe aux côtés d'Olivier Giroud, tourner autour, on sait qu'il aime bien faire ça. Ça libère de l'espace pour que notre latéral gauche ultra offensif, Théo Hernandez, puisse monter, mais il y a aussi un problème, c'est qu'après, il ne revient pas assez défendre Mbappé et Hernandez étaient sauvés. Bon, en deuxième période, Didier Deschamps aura vu ce problème, il y aura des changements, on reviendra dessus après. La France va quand même être assez étouffée par les Marocains qui vont se créer énormément quand même d'occasions. C'est peut-être quand même un petit dop côté bleu, je n'irai pas jusqu'à là, mais il aurait pu avoir match nul, il aurait été mérité, malheureusement ils font un qualifié. Les deux équipes auraient mérité amplement la victoire. Bref, on est vraiment étouffé. D'ailleurs, les Marocains ne sont pas habitués à avoir la maîtrise du jeu. On est en moyenne à 31% de possession de balle depuis le début du mondial, alors que là, ils en ont 68. Donc vraiment, ça montre à quel point on est dans le pétrin. Bon, les Bleus aiment bien souffrir, on l'a vu face à l'Angleterre par exemple. D'ailleurs, on voit vraiment un deuxième graphique qui nous montre vraiment la maîtrise marocaine dans cette première mi-temps, malgré beaucoup de déchets, surtout en première mi-temps. On voit réellement avec ce graphique que les Marocains et donc Djawad El Yamik sont installés dans la partie de terrain bleue, qu'ils occupent toute cette partie de terrain-là. Avec ce joueur-là va lui, par exemple, effectuer des passes en direction de tous les côtés du terrain. On voit 98% de passes réussites, il en a tenté 45, il en a raté qu'une seule. Donc on voit bien cette maîtrise. Mais bon, malheureusement, ces Marocains vont buter plusieurs fois sur Hugo Lloris, qui va s'interposer, sauver plusieurs fois la patrie, c'est l'un des hommes de ces matchs, mais aussi sur Antoine Griezmann, qui est vraiment le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Il est partout, en attaque, en défense, même presque dans les buts. Il est exceptionnel ce joueur, on reviendra dessus après. Malheureusement, dans cette première période, tout allait bien pour le spectacle. On n'avait qu'un seul but, mais ça pouvait, on s'en attendait à plus. Il y a eu beaucoup d'occasions, puisque les Bleus ont raté aussi par 2 fois Giroud, une fois le poteau, une fois ça passe à côté. Les Bleus ont eu aussi beaucoup d'occasions. Le match nul était mérité à la pause, mais malheureusement, on aura quelques faits de jeu qui vont venir empiéter et attrister cette première période. Un premier avec Sofiane Bouffal et Théo Hernandez. On jouait la 27e minute avec un potentiel penalty marocain et une décision complètement ahurissante de monsieur l'arbitre. Je vous propose de regarder les images. Donc on voit bien Sofiane Bouffal et Théo Hernandez dans la surface. Théo Hernandez qui va tacler, qui va toucher Sofiane Bouffal dans la surface de réparation. Monsieur l'arbitre va considérer que c'est Sofiane Bouffal qui fait la faute. Sofiane Bouffal va contester, ce qui est normal. Il va même carrément prendre une biscotte pour cette faute-là. Pour moi, il y avait plus penalty qu'autre chose, il faut l'avouer, que l'arbitre là s'est carrément trompé. Deuxième fait de jeu, juste avant la pause dans le temps additionnel, 45 plus 3, il y a un coup de pied arrêté pour les Marocains et on voit bien Tchouaméni qui va ceinturer un des joueurs marocains en pleine surface. C'était pas scandaleux si monsieur l'arbitre s'est fait le penalty au vu de l'image qui s'est affichée. On voit bien, même si le Marocain en rajoute. Voilà, c'est venu entacher cette première mi-temps et ça viendra aussi entacher la seconde. On aurait eu quelques semelles aussi sur des contres en première mi-temps, par exemple sur
Théo Hernandez. Vraiment ahurissant cet arbitrage. Sur la deuxième période, on va repartir sur les mêmes bases, des Français qui vont dorénavant évoluer en bloc bas et avec des Marocains qui vont dominer leur sujet, qui vont encore se créer beaucoup d'occasions, qui vont encore qui vont encore buter sur Hugo Lloris, sur Antoine Griezmann une nouvelle fois, mais aussi sur un énorme Konaté qui assure et super bien l'intérim. Franchement, c'est aussi l'un des hommes de ce match et nos côtés français, exceptionnel aussi. Varane un peu plus dans le mal dans ce match. Pourquoi pas tenter Fofana ou Upamecano au prochain match si Dayot Upamecano se rétablit bien de ce malheureux virus. À ce qui paraît, vous allez rigoler, mais c'est ce que j'ai entendu dans les médias, c'est un nouveau coronavirus, une nouvelle grippe quoi. Ça s'apparente au coronavirus, le virus du chameau. Ça serait les journalistes qui l'auraient ramené. Enfin, voilà. Donc, par contre, si notre ami Konaté assure hyper bien l'intérim, ce n'est pas le cas de Youssouf Fofana au milieu de terrain qui assure l'intérim de Rabiot. Lui reste à l'hôtel alors que Upamecano est sur le banc. Franchement, il a été invisible à part 2-3 accélérations en mode box-to-box. Autrement, il a vraiment été invisible, transparent. Et Griezmann a dû faire le taf pour 2, voire pour 11, hein, carrément, disons. Et donc voilà. D'ailleurs, dans le match, je me dis, on se fait bouffer au milieu de terrain. Sors-moi Fofana d'échange, dit, fais rentrer par exemple Kamavinga, pourquoi pas. Ou si tu veux pas faire rentrer Kamavinga, il y a des Guendouzi, il y a des Verretou. Donc voilà, ça aurait été mieux parce que franchement invisible, à part sur le but de Marcus Thuram, on va y revenir après. Voilà. Bon, Deschamps a pris compte des difficultés françaises, Mbappé par exemple ne se replaçait pas assez. Giroud qui avait pris un coup en début de match et qui avait déjà pris un coup sur son genou aussi au tour précédent est sorti. C'est Marcus Thuram qui le remplace. Je dis ou non, ne fais pas rentrer Marcus. Il n'arrive même pas à faire un sprint depuis le début de la Coupe du Monde. Et franchement, sur ce match, il a fait une très très belle entrée. Il aurait mérité un but vraiment physique, technique. Et j'ai été surpris. Je me suis dit, bah voilà, Marcus, tu m'as fait mentir. Voilà. D'ailleurs, la stat, c'est une histoire de famille. Thuram, le père et le fils joueront une finale de Coupe du Monde. Voilà. Donc avec cette entrée, Thuram va prendre le côté. Lui va faire les efforts défensifs. Mbappé va être replacé dans l'axe. Donc ça va être un peu mieux pour pouvoir laisser pas tout seul Théo Hernandez. Un autre joueur qui n'a pas été vraiment à la hauteur dans ce match, c'est Ousmane Dembélé. Vous allez dire que je fais une fixette sur lui, mais franchement, il ne percute pas assez. Alors qu'on sait qu'il a une véritable qualité technique, une véritable vitesse. Trop de déchets techniques. Franchement, il est exacerbant ce mec. Il fallait le sortir. Kolo Muani a fait une très très belle rentrée. Buteur. L'ancien Nantais, j'étais content pour lui. Joueur qui évolue en Allemagne. Voilà. Bon, malheureusement, pour les Marocains, ils n'ont pas su revenir au score. La deuxième période a été beaucoup mieux techniquement. Il y a eu moins de déchets, mais par contre, beaucoup trop de ratés. Voilà, la faute, comme je vous l'ai dit, à des Griezmann, qui a fait 0 faute pour la petite scène, mais qui s'est aussi projeté offensivement en attaque avec 8 ballons touchés dans les surfaces adverses. Bon, aussi peut-être côté marocain, le problème a peut-être été qu'on n'a pas arrivé à trouver notre attaquant N-Nesyri. D'ailleurs, je vous affiche un premier graphique. On voit vraiment dans ce match les circuits de passe. On en voit les plus gros, c'est Jawad El Yamik, Azzedine Ouani et Nouair Mazraoui, ce triangle-là, mais aussi Azredine Ouani, Jawad El Yamik et Romain Saïs. On voit aussi beaucoup d'échanges Hakimi Ziyech, mais malheureusement, pas d'échanges avec, pas beaucoup en tout cas, avec l'attaquant Youssef El-Nesri, qui est d'ailleurs obligé de décrocher pour toucher certains ballons. D'ailleurs, on le voit, il a fait que 3 passes dans ce match, tous vers l'arrière. Bon, elles sont tous réussites, mais on voit vraiment que ça a peut-être manqué aux Marocains. Bon, d'autres faits de jeu en deuxième période. On a vu par exemple Sofiane Amrabat découper réellement Kylian Mbappé à l'entrée de la surface. C'était dans la surface. Pour moi, c'était penalty. Là aussi, Amrabat qui a mis aussi beaucoup de semaines en première période, son carton rouge aurait été justifié par monsieur l'arbitre qui a été encore une fois complètement à côté de la plaque aussi en deuxième période. C'est de part et d'autre, franchement, les Marocains de contester l'arbitrage, faire un rapport à la FIFA, voilà, sortez la tête haute. Mais je ne suis pas sûr que c'est les joueurs, ni les supporters qui font réellement pression, ni l'entraîneur, c'est plutôt la Fédé, mais sortez la tête haute, voilà.
c'est n'importe quoi. J'ai bien aimé par contre le discours de Walid Regragui. C'est un homme que j'ai appris à connaître dans cette Coupe du Monde, qui a vraiment une classe et qui est un homme respectueux pour le travail qu'il a fait. Voilà, un autre graphique d'ailleurs pour montrer la domination marocaine dans ce match. On voit sur le graphique les joueurs qui se sont plus créés d'occasion, ils s'affichent. Donc on voit qu'il n'y a que seulement 4 Français, Mbappé avec 3 tirs et 2 occasions créées, 1 tir Hernandez et 3 constructions, Fofana 2 tirs, 2 constructions, quand même, ça, les stats font mentir. Et Chouameni, 2 chances créées, une fois la construction, un tir. Autrement, on retrouve tous les Marocains, Ouanani, Amrabat, Hakimi, El Yamik, Bouffal, Atiala, mais et Azadine Ouani par exemple, 4 tirs dans le match tenté, 3 fois la construction, mais on n'a toujours pas l'attaquant Youssef En-Nesyri. Donc ça montre bien aussi que il manquait aux Marocains. Bon, si on regarde les stats expected goal, ça va nous faire mentir, vous allez voir. On a 2,9 expected goal pour la France, ça va 1,01 pour le Maroc, malgré tout qu'on a été assez dominé, en tout cas sur la deuxième période. Bon, Kolo Muani est venu enterrer tout ça, la victoire française. On a pu se relâcher. On a même vu le président de la République qui était essoufflé en conférence de presse à la fin. On voyait bien, même moi, je faisais les 100 pas dans mon salon devant la télé et voilà, j'avais hâte que ça se termine. Bon, au niveau des temps forts, là aussi ça peut faire assez mentir. Un premier temps fort français en début de match sur les 10 premières minutes. Après, un temps fort dans le deuxième quart d'heure du match, un mini temps fort côté marocain, ça va durer jusqu'à la 20e. Pas trop de temps fort jusqu'à la demi-heure avant d'avoir un temps fort français. Et puis un temps fort, un petit avant la pause côté marocain. Il représente un peu mal parce que vraiment on a eu de la chance. C'est pas le poteau en plus qui est mieux sauvé Yoris, c'est Yoris qui a sauvé, qui a dégagé le ballon sur le poteau. Au retour des vestiaires, un petit temps fort français avant un temps fort marocain jusqu'à la 65e, avec un gros temps fort français entre 65 et 75 de dernier quart d'heure avant de revoir des Marocains à l'attaque. Et puis dans les 10 dernières minutes, les Bleus plient l'affaire, les Marocains l'avaient compris, ça en était terminé, désespoir. Même si, bon, en 10 minutes plus, avec tout le temps additionnel qu'il y a eu quand même, il y en a eu 5 ou 6 de minutes, je crois, il y avait largement l'espace, il y a eu un dernier temps fort. Mais voilà. Bon, les amis, pour clore tout ce débat, on regarde le tableau de bord tout de suite. Un tableau de bord à 34% de possession pour nos petits bleus, 55% pour les Marocains, 11% de situation de match de temps perdu entre guillemets. On passe à la suite, 14 tirs à 13, 2 cadrés à 1 seulement. La France a cadré 2 fois et a marqué 2 fois. On voit l'ultra-réalisme. Bon, voilà, le reste, je vous laisse mettre pause. Discipline, un jaune pour les Marocains. Il y aurait pu avoir un rouge, il faut le dire, même d'autres cartons. Parce que d'ailleurs, cette biscotte est illogique. 11 fautes de chaque côté, 14 jeux pour la France, 3 pour les Marocains. Au niveau de la distribution, 358 passes pour nos bleus, tentés 307 réussis, 583 tentés par les Marocains, 518 réussis, 22 centres marocains, seulement 1 de réussi, beaucoup de déchets, on le voit, 5 centres côté français, 2 de réussis, 8 renversements côté marocain, ça n'a pas suffi pour pouvoir revenir au score, 1 seulement côté français. Coup de pied arrêté, 2 corners pour les bleus, 3 pour le Maroc, 15 coups francs pour le Maroc, 13 pour les bleus, pas de pénalty. L'homme du match, Antoine Griezmann, et oui, même s'il n'a pas eu une stat décisive, entre guillemets, but, passe décisive, il le mérite, il a été de partout d'ailleurs. C'est lui qui fait tout le travail sur le premier but, c'est lui qui est très décisif, même si le geste, il fallait le faire. Voilà. Si on regarde le tableau de bord actualisé, donc France-Argentine, Argentine-France pour la finale, dimanche à 16h, heure française, 18h, heure qatari. Voilà. D'ailleurs, un petit point aussi, on peut le faire sur les attaques. 13 buts pour la France, meilleure attaque, égalité avec l'Angleterre qui ne marquera plus de buts. L'Argentine, 12 buts, deuxième meilleure attaque, égalité avec le Portugal qui n'en marquera plus. La troisième, c'est les Pays-Bas, 10 buts qui n'en marqueront pas non plus. Les amis, les tops et les flops, c'est tout de suite. Premier top, Antoine Griezmann, le meilleur passeur de l'histoire des Bleus, a une nouvelle fois réalisé une masterclass. D'abord décisif sur le premier but des Bleus, il s'est mué en un homme à tout faire. Il a défendu à l'image d'un défenseur de classe mondiale réalisant par la zéro faute, mais aussi apporté énormément sur les phases offensives, 8 ballons touchés dans la surface marocaine. Deuxième top, Hugo Lloris, le capitaine emblématique des Bleus, a une nouvelle fois sauvé la patrie, écœurant Hakim Ziyech et ses partenaires. En effet, sans ses nombreux arrêts décisifs,
la France aurait sûrement abdiqué devant l'attaque marocaine. Le dernier top, oui, Ibrahima Konaté, titulaire de dernière minute à la place de Dayot Upamecano, le défenseur des Reds de Liverpool, a parfaitement assuré l'intérim du défenseur du Bayern Munich. En effet, auteur d'intervention salvatrice rassurante mais aussi musclée, il a tenu remarquablement la baraque. Le flop, premier du nom, César Arturo Ramos. L'arbitre international mexicain est passé complètement à côté de l'événement. En effet, si dans un premier temps il laissait beaucoup jouer, il a dans un deuxième temps pris des décisions très surprenantes impactant le sort du match mais aussi la suite de la compétition. Le flop, deuxième et dernier du nom. Youssouf Fofana, également titulaire de dernière minute à la place d'Adrien Rabiot, malade, le milieu de l'AS Monaco est passé à côté de son match transparent et laissant Antoine Griezmann réaliser le travail pour Dieu. Il a réalisé une prestation opposée à celle d'Ibrahima Konaté, lui aussi titulaire de dernière minute. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Cocorico, on est en finale, on est en finale, on est en finale. Cocorico, go chercher la troisième étoile. Oui, il a raison, le Cocorico, on est en finale. J'ai pas pu finir ma phrase, il m'a coupé la parole. Tu pourrais être un peu plus poli, mais bon, c'est pas grave, c'est la finale. C'est la joie. Malheureusement, ce moment qui devait être une fête pour tout un pays s'est malheureusement transformé en triste événement pour certains. Je pense à l'enfant qui nous a quittés à Montpellier, qui avait 14 ans le soir de cette victoire, renversé dans la rue après la victoire des Bleus. Je souhaite les condoléances à toute sa famille, qu'il repose en paix, et je dédicace cette vidéo à lui. Bon, espérons que les Bleus fassent le travail et l'honneur en ayant cherché la troisième étoile. Voilà. La vidéo est donc maintenant terminée. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et malgré ce triste événement, on va essayer aller chercher cette troisième étoile tous ensemble. Voilà, allez, Kichel Pali, à la prochaine, salut.